Soir. Bonne fin de matinée. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Comment ça va ? Ça va. Oui. Vous êtes en jaune, lumineux, comme le soleil. Oui, exactement. Le soleil... Oui, pour le faire venir. C'est un peu compliqué. Allez, tout à l'heure, vous allez nous donner les dernières infos télé. Il y a pas mal de choses médias. Qui bougent, qui changent. Oui, c'est ça, quand j'ai télé, c'est médias, on va assez loin. Et puis, on parlera également d'un formidable documentaire à voir ce soir sur Canal+, en clair. On vous en avait parlé sur déjà. C8, Valérie. C'était sur C8. Non, là, c'est sur C8 ce soir. Oui, c'est sur C8. Vous avez dit en clair sur Canal+. Ah oui, c'est en clair sur Canal+. Oui, ça avait été diffusé, sur Canal+, il y a quelques mois, et la direction de Canal+ a décidé de diffuser ce documentaire réalisé par Claire Lajeunie à partir du livre de Sarah Barouk qui raconte en fait ces femmes victimes de féminicide. On parle toujours des auteurs, mais très peu de ce qu'étaient ces femmes. C'est un doc vraiment bouleversant et à ne pas manquer. On commence avec le zapping, il y a pas mal de choses, je pense, Gilles. Vous avez dû avoir du mal à faire votre sélection. Sud Radio Média, l'instant zapping. Il faudra un jour, Valérie, que nos politiques deviennent bilingues. Peut-être il faut nationaliser The Wall Street Institute. Hier, Gabriel Attal a été interrogé par les Américains d'Associated Press. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il a été mis en défaut, il était tout humide, il n'a pas voulu répondre en anglais. Maybe someone should good for the world. What can you still do until Sunday? What alliances can you build? Alors, vous voulez que je réponde? Vous êtes de quel... C'est pour Associated Press. D'accord. On va continuer à se... Perhaps in English if possible. What alliances are you building to build? Vous voulez pas parler anglais devant nous tous? On va continuer à se mobiliser. What do you think about this Prime Minister? Je ne sais pas, je pense qu'il parle anglais, mais c'est bizarre. En plus, elle lui demande, vous avez vu, est-ce que vous pouvez répondre en anglais pour... forcément, c'est la société de presse, c'est américain, et donc elle voulait un son américain, et notre Premier ministre n'a pas parlé anglais. Je trouve ça quand même très, très limite par rapport à la posture internationale. Voilà, je pense qu'ils ont les moyens de prendre des cours d'anglais à l'heure du déjeuner, quoi. Le fiasco des candidats nommés à la va-vite, Valérie. Alors, si la France insoumise n'est pas en reste, je trouve que le Rassemblement national est assez champion dans la matière. Je sais pas, ils doivent avoir un élevage de cuits d'huîtres, un truc comme ça. Je sais pas où il les stocke. Hier soir, sur France 3 Régions, un candidat RN était interrogé sur le REP. Écoutez. Est-ce que vous pouvez me répondre sur les REP, s'il vous plaît? Les REP. Les REP. La suppression des réseaux d'éducation prioritaire. Alors, là, c'est pareil. Si jamais vous avez des élèves qu'on ne peut pas gérer, comment vous voulez faire? Ça n'a rien à voir avec les REP. De quoi? Votre programme, c'est de supprimer les REP. Les zones? Les réseaux d'éducation prioritaire. C'est le programme de Jordan Bardella. Ah excusez-moi, là, vous me posez une colle, j'ai pas vu. Ça, j'avais pas vu. Voilà. Alors, il y en a d'autres. Il y en a eu plusieurs comme ça. Oui. Il y a celle qui parle à peine français, on l'a évoqué hier. C'est celle qui a un dentiste musulman. C'est assez dingue, mais bon. Cet extrait était assez rigolo, c'était sur la télévision régionale de France 3. Un cavalier surgit au fond de la nuit. Et oui, Mbappé, il est comme Zorro, il est masqué. Alors, celui qui met que quelques buts, il nous en manque quand même pour l'Euro, avance donc masqué dans cet Euro. Et hier, en conférence de presse, sur la chaîne L'Équipe, il s'est exprimé sur l'enfer de porter un masque. Je pensais pas, mais jouer avec un masque, c'est une horreur absolue. J'ai changé de masque parce que en fait, à chaque fois, il y avait quelque chose qui allait pas. C'est difficile. En fait, c'est vraiment compliqué parce que ça limite la vision, la sueur reste bloquée, donc il faut toujours l'enlever pour que ça coule. En fait, j'avais l'impression dans les premiers jours que j'étais en 3D et que j'étais invité à l'Euro en VIP. Je voyais les gens et j'ai l'impression que c'est pas moi qui jouais. Donc c'est compliqué. Dès que je pourrais l'enlever, je vais l'enlever. Franchement. Maintenant, là, j'ai pas le choix. Je peux pas jouer sans. Mais c'est chiant. Et il a expliqué dans cette même interview qu'il avait essayé une dizaine de modèles. Vous avez déjà été à des soirées masquées, vous ?
Non. Même pas à Venise. Et vous, moi, oui, j'ai fait une soirée à Venise où j'étais... parce que j'ai fait un bal à Venise. Et j'en ai un bon souvenir. C'est pas exactement la même chose que de jouer au foot avec. Et Stéphane a raison, il nous dit, mon Dieu, les problèmes de footballeurs, une tragédie, effectivement. C'est important, Mbappé, quand même, comme interview. Bien sûr. Non, mais c'est intéressant parce que on n'imagine pas, effectivement, que ce soit aussi pénible. Oui, absolument. Valérie, il n'y aura plus de belles soirées. On a enlevé les faux cils et les faux seins. On s'est démaquillé. Une dernière fois, le cabaret Michou a donc fermé définitivement, ringardisé par d'autres cabarets plus modernes, avec certains drag queens qui chantent en live et non pas sur des bandes. Et puis évidemment, par Drag Race, on a banalisé entre guillemets le travestissement et du coup, l'établissement ferme. Reportage de France 2. C'était le rendez-vous incontournable de tous les amateurs de music hall. 68 ans de paillettes et de spectacles de transformisme. Chez Michou, une institution où les Michettes, ces artistes extravagants, imitaient Régine, Sylvie Vartan ou Lynn Renaud. Dimanche soir, les lumières se sont éteintes après la toute dernière représentation. À Pigalle, les voisins du cabaret voient disparaître l'emblème du quartier. C'est un crève-cœur de savoir qu'un cabaret aussi emblématique va fermer. On s'amusait, on dansait, on rigolait, on mangeait. C'était l'âme de Montmartre. Vous aviez déjà été chez Michou ? Oui, une fois. Ah, moi, j'y suis jamais allé. Quand il était là, mais j'ai lu qu'il y aurait un repreneur. C'est en liquidation judiciaire, donc on ne peut qu'espérer pour tous ces artistes. Bien sûr. Que ça continue. Juste un mot de Véronique, une auditrice fidèle, qui nous dit Antoine Dupont n'avait pas fait autant de chichi avec son masque. Elle a raison. C'est vrai. Faut croire que les footballeurs sont plus chochottes que les rugbyman. Et évidemment, l'ange bleu de Michou ne veille plus sur ce cabaret. D'ailleurs, il voulait qu'il disparaisse à sa mort. Je voulais finir de bonne humeur, c'est l'été. Je voulais finir avec la chanson qu'avait faite Michou. Moi, je suis Michou, mystique et mistinguette, mi-coq à mi-coquette, mineur, mignon, minette. Moi, je suis Michou, mi-mauve à mi-père, mais j'aurais milliards. C'était le music hall, le spectacle. Vous l'aviez eu dans vos émissions, dans Parole d'Expert? Oui, j'avais reçu. Il était absolument charmant. Absolument charmant. Vous aviez reçu quelqu'un d'assez... je sais plus si on l'avait reçu, mais je sais que je l'ai rencontré plusieurs fois. Ah oui, moi j'ai jamais rencontré Michou. On lui rend hommage et à son cabaret qui était quand même un endroit incontournable de Paris. Oui, et puis qui a commencé il y a bien longtemps, où les travestis n'existaient pas, où n'étaient pas aussi populaires que maintenant. Transformiste, absolument. On se retrouve dans un instant pour parler de ce formidable documentaire diffusé ce soir sur C8 qui est consacré aux femmes ces femmes qui ont été victimes de leur mari, qui sont mortes sous les coups de leur mari. Une femme tous les 3 jours meurt encore en France sous les coups de son mari. C'est à suivre dans un instant avec Claire Lagenier et Sarah Barouk. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Claire Lagenier, bonjour, réalisatrice, et Sarah Barouk. Vous êtes auteure ce soir sur C8, en clair, à 21h15. On va pouvoir découvrir votre documentaire Vivante. Il était diffusé sur Canal+, en crypté sur abonnement, et le groupe Canal a décidé de le diffuser en clair. C'est un document très fort. Sarah Barouk, je suis un peu émue parce qu'on se connaît. J'ai participé à ce livre, donc je le dis en préambule. Vous êtes auteur, et Claire Lagenier, vous êtes réalisatrice. Vous avez réalisé ce sujet à partir du témoignage de Sarah Barouk il y a 1 an. Vous avez décidé, racontez-nous un petit peu votre histoire, Sarah. C'est votre histoire en grande partie aussi vous êtes le fil conducteur de ce documentaire. Oui, tout à fait. Qui est consacré, je l'ai pas dit, au féminicide. Une femme est tuée tous les 2 jours et demi par son conjoint. Ce sont des faits divers dans les journaux, et pourtant il y a des femmes derrière, et c'est ce que vous avez voulu mettre en avant dans le livre dont vous allez nous parler. Ouais, dans le livre, et puis ensuite transformer tout ça en action dans le documentaire. Oui, moi je me suis enfuie avec mon bébé dans la nuit du 5 au 6 juin 2020.
Et très rapidement, comme je correspondais pas tellement aux stéréotypes des femmes victimes de violences telles qu'on les décrit, c'est-à-dire souvent des femmes qui ne maîtrisent pas forcément bien la langue française ou qui viennent de milieux défavorisés, etc. Moi, j'ai un père médecin, une mère institutrice. On n'était pas millionnaire, mais on va dire que j'ai jamais été à plaindre. Et pourtant, j'ai été recueillie par mes parents. J'ai retrouvé ma chambre d'ado avec mon bébé de 16 mois. Enfin, c'était une période j'avais honte, quoi. J'étais accablée par la honte et je me suis dit, mais qui sont finalement les femmes qui finissent par mourir de la violence de leurs compagnons ou ex-compagnons? Et chaque fois que je regardais dans les articles de journaux, je tombais sur des récits de faits divers qui décrivent les derniers instants, donc le côté totalement morbide d'un crime. Le nombre de coups de couteau, exactement. L'arme à feu. Exactement. Et on ne s'intéresse pas aux femmes. Jamais aux femmes. Et il y a également le décompte des victimes qui est mis en place. Ouais. Et alors, je sais pas si c'est... Enfin, c'est pas lié directement, mais je raconte dans le livre que pour moi ça l'a été. Moi je suis juive, ma mère est d'origine ashkénaze et j'ai grandi entourée de déportés de la Shoah avec des numéros sur le bras. Et pour moi, numéroter, c'est déshumanisé. Voilà, j'ai grandi comme ça. Donc quand j'ai découvert les décomptes de féminicides, pour moi ça m'a glacé le sang parce que je me suis tout de suite imaginé que si ça s'était mal fini, je pense que ma mère n'aurait pas survécu, que je sois devenue un numéro de féminicide. Ouais. Vraiment. Ouais. Donc c'est comme ça que... Alors, on a besoin des statistiques. La question, c'est pas une critique. En revanche, chaque femme a son histoire. Chaque femme a son histoire. Chaque femme est différente. Voilà. Je me suis mis en tout cas pour devoir de les humaniser. Et vous avez donc publié ce livre, voilà, il y a 1 an, 125 et des milliers. Parce que 125, c'est le nombre annuel moyen officiel. Et je me suis rendu compte évidemment qu'il était faux, enfin très en deçà de la réalité chaque année. Et puis c'était vraiment une enquête qui a duré au final quasiment 3 ans, puisque entre le moment où il y a un prénom de victime dans un journal et celui où on a le numéro de téléphone portable de la maman, il y a beaucoup d'étapes. J'ai interrogé 125 familles. Et comme vous le savez, Valérie, j'ai confié mes enregistrements à 125 personnalités pour qu'elles deviennent les ambassadrices d'une morte. Et vous avez raconté l'histoire de Julie Douib, qui a été en Corse, ouais. Voilà, en Corse, et puis surtout qui a déclenché beaucoup de choses, puisque c'est l'assassinat de Julie qui a déclenché le Grenelle des violences contre les violences faites aux femmes. Valérie et Sarah, et je vous propose d'écouter, pour que nos téléspectateurs, nos auditeurs se rendent compte, la bande-annonce. Je m'appelle Sarah Baruch, j'ai 43 ans. Pendant 10 ans, j'ai vécu avec la peur au ventre. Tous ces visages derrière moi, c'est 1 an de féminicide en France. Interdiction d'écouter de la musique, de danser, de regarder des films, de vivre, quoi. Aujourd'hui, j'ai réussi à m'échapper de cette emprise. Cette liberté, j'ai décidé de m'en servir. J'essaye de sensibiliser les entreprises. J'ai même créé un sac de départ. Et du coup, on a caché dans le fond du sac un double fond très discret comme ça. Faire bouger les lignes, c'est le défi que je me suis lancé. Création documentaire vivante. Est-ce que quand on part avec son bébé, on se dit j'ai le bébé d'un monstre ? En fait, la question s'est pas posée comme ça pour moi. Déjà, j'ai du mal à considérer qu'il y ait que des monstres existent. Je pense qu'ils sont tous le résultat d'une histoire et j'ai un véritable problème, moi, à porter un jugement sur des humains. En revanche, vous lui pardonnez à lui sa violence ? Oui, parce que j'ai du mal à vivre avec la colère, moi. En fait, je lui pardonne pas de ne pas s'être fait soigner comme je le lui demandais. Voilà, c'est ça qui me met en colère. Je suis en colère qu'il ne m'ait pas écouté toutes les fois où je lui ai demandé de faire quelque chose, toutes les fois que je lui ai dit, et que finalement moi je rêvais d'avoir une grande famille avec 3 enfants et que c'est quelque chose qui ne m'arrivera pas, que j'ai perdu des années à ne pas voir ma famille comme j'aurais aimé, à perdre de vue des amis, à ne pas écrire comme j'aurais aimé. Enfin voilà, tout ça je ne le récupérerai pas. Et vous pensez que quelqu'un qui tue sa compagne n'est pas un monstre ? Je pense que s'il y a des monstres, on est tous un petit peu monstrueux quelque part. Je pense que c'est le résultat d'une société, que oui,
Je peux pas comprendre qu'on torture quelqu'un. Moi-même, j'arrive pas à écraser une fourmi, donc je vais pas justifier de la violence. Je pense simplement que lorsqu'on s'intéresse au sujet et qu'on rencontre justement les agresseurs, qu'on les écoute, on se rend compte qu'ils sont aussi le fruit d'une histoire et que on peut continuer de creuser la colère, mais que ça n'aide pas à aller mieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle aussi de ces femmes. Enfin, c'est ce que vous avez voulu faire dans ce livre, et puis ce qu'on voit aussi dans le document, Claire Lajeunie, puisqu'il y a aussi l'éclairage de spécialistes, de médecins, on a Boris Cyrulnik, un certain nombre d'experts qui vous parlent. Comment vous avez abordé le documentaire, Claire Lajeunie? Oui, moi, j'avais vu beaucoup de films en fait. Autour de ce thème, je me suis demandé ce que je pouvais faire de plus, parce qu'il y avait on a beaucoup vu des derniers documentaires sur justement ces hommes violents, cette justice réparatrice dont on parle tant. Et moi, j'avais pas envie de faire ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux apporter, moi, à mon petit niveau réalisatrice pour essayer de faire bouger les lignes? Et effectivement, quand je rencontre Sarah, j'ai tout de suite le sentiment de m'identifier à cette femme, à cette jeune femme. Je me dis, c'est ma petite sœur, c'est ma copine, et elle a failli mourir, et en fait, il faut essayer de sensibiliser au maximum et d'arrêter les caricatures. Je trouve que à chaque fois, c'était cette envie de travailler sur l'identification et de la caricature. Donc, et puis après, c'était surtout, elle venait de monter son association après ce livre qui avait quand même été extrêmement reconnu, et on s'est dit, on va faire un film mode d'emploi, on va faire un film de solution, et si on peut sauver au moins une femme, on aura gagné notre pari en fait. Mais là, pardon. Ce que je trouve, ce que vous dites est très important, c'est-à-dire que la question de juger le père de ma fille, en fait, j'ai été prise dans l'urgence de ne pas faire d'elle une future victime. En fait, lorsqu'on est dans une relation de violence, souvent, on l'accepte parce qu'on se pose finalement en sauveur, en sauveuse en tout cas, d'une personne en mal de vivre. C'est l'exemple que je donne toujours. Moi, le père de ma fille pétait les plombs si je nettoyais pas le couvercle de la poubelle. Mais en même temps, sa mère le lavait à l'eau de Javel quand il était petit. Donc, si vous voulez, c'est ce qui fait qu'on pardonne, parce qu'il y a cette machine qui se met dans notre tête je comprends que ça va pas, mais en même temps, il a des raisons d'eux. Alors qu'en réalité, non, il n'y a jamais de raison pour justifier la violence. Sauf que quand ma fille est née, j'ai eu ce troisième œil. J'ai eu ce pas de côté qui m'a permis d'observer ce que j'y vais, et surtout, en fait, elle commençait dès toute petite à avoir des moments d'absence quand les cris étaient trop forts, elle avait des vrais problèmes de sommeil. J'ai un bébé qui, pendant 3 ans, s'est réveillé chaque matin et a commencé sa journée chaque matin entre 4h45 et 5h15. Elle mangeait pas comme il fallait, elle refusait d'être sevrée. Il y avait un impact direct sur elle. Et en fait, du coup, ce lien culpabilisant qui me retenait à lui, cet élastique, d'un seul coup, je me suis dit, là, faut faire un choix, c'est soit lui, soit elle, en fait. Sauf que ce qu'on voit sur ces femmes qui ont été assassinées, c'est qu'elles n'ont pas eu, ou elles ont alerté, qu'elles n'ont pas été entendues. Et ce qui est formidable et qu'on voit dans le document, et ce que vous faites, ce sont les témoignages de ces femmes qui vont voir les gendarmes, qui vont voir même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, parce qu'il y a beaucoup de clichés sur les coups. Sauf que la violence psychologique, peut-être Claire Lajeunie, ça commence par là, la violence. Moi, il y a quelque chose sur cette violence terrible. Moi, j'ai le chiffre, qui est invérifiable parce qu'il n'est pas prouvé, mais à chaque fois, j'ai découvert en faisant ce film que 60% des femmes qui mouraient sous les coups de leur conjoint, c'était le premier coup. C'est le premier coup. Il n'est pas invérifiable, pardon. En fait, c'est une observation. En fait, c'est une observation que fait l'Union nationale des familles de féminicides. Donc, c'est elles qui prennent en charge les familles une fois qu'il y a eu un féminicide, et qui, du coup, font cette estimation selon les données qu'elles vérifient quotidiennement. Donc, effectivement, c'est pas un organisme national qui a attesté de ce chiffre, mais il est très pragmatique, en fait. Oui, c'est ça. C'est que c'est pas, ça peut être c'est ça que qui m'a étonné, c'est que parfois c'est la première fois qu'il y a une violence physique, il y a eu des emprises ou des violences psychologiques, et puis le coup mortel peut arriver en fait en une seule fois. Le problème, c'est que les femmes n'arrivent pas à partir. C'est tout le problème de la violence. Pardon, on parle de 7 faux départs. 7 faux départs. Oui, et vous dites quelque chose dans le documentaire très fort. Vous dites la première interdiction
doit être le premier signal, en fait. Exactement. C'est-à-dire que ça commence par la manipulation psychologique, mais le premier, tu mets une robe plus longue ou tu regardes pas par la fenêtre, ça doit être une alerte. Et en fait, pour la femme, ça ne l'est pas. En fait, c'est tout à fait vrai. Et j'irais même... Enfin, après avoir analysé en fait ce qui se joue en nous, c'est le premier sentiment de peur. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on ne fait pas quelque chose ou qu'on n'est pas naturel par peur de la dispute. Et c'est là qu'en fait il y a un problème. Parce que on peut tout à fait décider dans un couple équilibré de ne pas aller à un anniversaire pour rester avec son chéri, de ne pas aller voir des copines parce que bon, on a beaucoup bossé ces derniers temps, mais c'est un choix qu'on fait parce que il y a un moment donné où une relation, ça nécessite aussi de s'impliquer dans cette relation. Donc parfois les personnes ont du mal à comprendre où est-ce qu'il y a de la violence. En fait la violence, elle se reconnaît à la peur. Est-ce que je fais ces choix-là par peur? Ou est-ce que c'est moi qui décide en pleine possession de mes idées, de mes choix et de mon envie? Voilà. Comment, s'il y a des femmes qui nous écoutent, qui sont dans cette situation, c'est compliqué de donner des conseils, c'est-à-dire d'abandonner sa vie, peut-être Claire Lajeunie, chez les femmes que vous avez pu rencontrer aussi, qui elles témoignent, c'est difficile de dire je pars avec mes enfants, ce qu'a fait... On se rend compte dans le film. Il y a l'ami de Sarah qui la voyait dans la salle de gym avec des marques, qui ne savait pas quoi lui dire, comment faire. Ses propres parents racontent dans le film que ils savaient, mais ils savaient pas vraiment, en fait. Il y a cette femme aussi dans le documentaire qu'on verra ce soir qui a peur d'être retrouvée. Bien sûr. C'est pas simplement la fuite et le départ, comme parle Valérie, c'est aussi ne pas être retrouvé par la personne. Et cette jeune femme, donc, s'appelle Asia, on l'a rencontrée à la Maison des Femmes. Il est très fort ce moment dans le documentaire. Et c'est une femme d'un courage incroyable. Il faut savoir qu'elle a fui l'Algérie elle a préparé son plan de fuite pendant des mois. Avec ses 3 enfants. Avec ses 3 enfants. Et même à des milliers de kilomètres, elle a encore peur d'être retrouvée. Donc voilà, mais c'est là que... Après, il y a un déclic. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est de dire qu'il y a un déclic. C'est-à-dire que pour certaines, c'est tout d'un coup de retrouver un emploi. Pour d'autres, c'est tout d'un coup, il y a une gifle qu'on supporte plus, on se voit dans la glace, on ne se reconnaît plus. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on se dit, peut-être que là, il faut que je sauve ma peau, quoi. Et comment faire? Et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer. Il y a plein de petits détails qui font que c'est possible. Il faut croire en soi. On peut tendre la main. Il y a des choses, il y a plein de choses que propose Sarah. Oui, c'est possible. Un mode d'emploi dans le. Il y a des femmes très belles dans le film qui sortent de l'enfer et qui vont très bien. Est-ce qu'on peut retomber amoureuse? Oui. Bien sûr. Vous êtes de nouveau amoureuse? Oui, je suis très amoureuse et j'ai même le droit de m'habiller comme je veux, donc c'est formidable. Et de mettre du vernis à ongles. Et de mettre du vernis à ongles. On voit sur les images. Oui, alors après, je crois que ce qu'il faut retenir surtout, c'est de ne pas juger et de ne pas se juger. Que le temps de la victime, c'est pas le même que le temps des proches. Que ça prend du temps et qu'effectivement, on dit toujours, on culpabilise les femmes en leur disant pourquoi tu n'es pas partie, pourquoi tu pars pas, pourquoi tu portes pas plainte. Mais c'est une vie entière qui se fracasse lorsqu'on fait ça. Donc il faut être prête à l'affronter, il faut être prête pour les mois qui suivent. Et se préparer, parce que c'est souvent les féminicides, ce qu'on découvre aussi dans le document, c'est quand elles décident de partir. Exactement. C'est toujours à ce moment-là que ça se passe. C'est toujours à ce moment-là, c'est l'annonce du départ et de la rupture. En fait, rien oublier, parce qu'on oublie le doudou. Alors vous avez fait un sac justement avec une poche spéciale, et dans cette poche, vous dites pendant 3 semaines, tu mets les documents dont tu vas avoir besoin, ta pièce d'identité. Je vous laisse en parler. Oui, en fait, parmi les autrices du livre 125, il y avait Yasmine Buron, qui est une... Alors, toutes les personnalités n'étaient pas nécessairement célèbres. Je voulais aussi des femmes entrepreneurs. Je voulais qui est un peu un reflet de la société. Yasmine a créé une marque de sac qui s'appelle Rive Droite. Et quand on a terminé le livre, pardon, j'ai peut-être pas le droit de dire. Si, bien sûr que si. En plus, pour une cause comme celle-là. Je tiens à dire que en plus les bénéfices sont reversés aux associations. Donc, je lui dis, j'aimerais qu'on aille plus loin et surtout qu'on essaye de parler de ces sujets différemment, non pas à travers des communications d'associations ou des communications officielles, mais à travers des marques que les femmes aiment et où finalement aller sur un site de marque, c'est anonyme. Enfin, je veux dire, si jamais quelqu'un regarde l'historique après, il se dit elle est juste allée s'acheter un sac, quoi. Donc c'est pas risqué. Et je lui ai dit, il faudrait faire comprendre aux femmes avec un sac symbole que le départ, en fait, ça se prépare parce que le moment du départ est un moment
dangereux potentiellement. Et il faut partir dans l'idée qu'on ne reviendra pas et qu'on n'aura pas à revenir. Et du coup, ce sac, il a un double fond caché, dans lequel effectivement on peut mettre au fur et à mesure tous les papiers d'identité dont on va avoir besoin et dont certaines femmes sont privées. C'est pour ça que ça peut prendre des semaines de les photocopier et de les cacher. Il y a une vraie préparation. Il y a une vraie préparation, mais il y a également à l'intérieur, dans l'étiquette, une petite étiquette discrète avec un QR code. Lorsqu'on le scanne, il y a l'intégralité de tout ce qu'il ne faut pas oublier pour un départ en sécurité. Et ça va effectivement donc de tous les papiers administratifs, mais aussi de tous les aspects émotionnels. Parce qu'en fait, si vous partez sans le médaillon que votre maman vous a donné sur son lit de mort, vous allez retourner. Si vous partez sans le doudou de votre enfant, vous allez retourner. Il y a plein de choses comme ça. Choses à prendre en compte. En Car tout cas, dans le film, on raconte quand même que Nathalie est morte parce qu'elle avait oublié un cahier d'école. Qu'elle est retournée effectivement pour le récupérer. Et il y a un an, vous vous doutiez que ce livre aurait un tel impact, parce que vous avez eu un succès assez phénoménal pour un sujet qui n'est pas facile, et encore rappeler que ce livre, 125, encore une fois, les droits sont reversés, etc. Justement, donc, on a la remise du premier chèque à l'UNFF, l'Union nationale des familles de féminicides. Ce sont ces femmes que vous avez voulu raconter, c'est pas la victime de 36 coups de couteau, c'est que derrière, il y avait des femmes qui vivaient, qui étaient heureuses, qui étaient joyeuses, qui avaient des parents. Des femmes qui nous ressemblent. Qui nous ressemblent, absolument. Merci à toutes les deux, donc à ne pas manquer ce soir, 21h15 sur C8, Vivante. On se retrouve, Gilles, dans un instant pour j'ai un peu travaillé, je veux dire toutes les nouveautés, tout ce qu'il ne faut pas louper. Cet été, et puis un petit peu de la rentrée. Allez, à tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média aujourd'hui, 3 juillet avec vous, Gilles. Pas mal d'infos médias. Oui. Donc vous allez nous faire un petit blog, les dernières infos avant les vacances. Oui. 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 Non, je vous taquine. Ça veut dire autre chose que oui. Oui. Non, c'est un tremblement de terre qui est arrivé. Enfin, c'était déjà un tremblement de terre, la vente du groupe Altis France à CMA CGM, qui a été finalisé et finalement validé par l'Arcom. On rappelle. Alors Altis, donc, il faut dire que c'est ce que j'allais dire. On appelle que ce sont les chaînes BFM, RMC Découverte entre autres, BFM Business, mais aussi la radio RMC, le journal La Provence et Corse Matin. Le tout pour 1,55 milliard TTC. Mais 550 000. 550 000. Mais la surprise hier est venue de l'annonce du départ d'Arthur Dreyfus, qui était le directeur du groupe, contrairement à ce qu'il avait annoncé, puisqu'il avait dit qu'il resterait à bord de la holding. Et résultat, qui devient le grand patron? C'est Nicolas Taverneau, un ancien patron d'M6 qui prend la direction de la holding RMC BFM, en plus d'être le vice-président de CMA Média. C'est pas mal pour un retraité, Valérie, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, rappelons aussi que CMA CGM détient des parts dans M6. Je dis ça, je dis rien. Peut-être un jour, ils rachèteront M6, le groupe CMA CGM. Moi, je pense qu'il y a des choses comme ça. Un retraité qui n'avait pas envie de jouer au golf. Un retraité actif. Il est le symbole de cette musique. La musique des Jeux de 20h, Jean-Pierre Descombes, qui était un de ses animateurs, est décédé à l'âge de 76 ans. Alors, il a bien sûr accompagné nos soirées, rappelez-vous des petits papiers de Noël. Durant de nombreuses années, il a été le visage du 20h de France 3, de FR3 même à l'époque. Et puis, on n'a pas oublié le fameux Ni oui ni non. Le dernier à l'avoir reçu, c'est Jordan Deluxe. Et on a pu voir à ce moment-là comment la maladie de Parkinson avait progressé. Ni oui ni non avec Jean-Pierre Descombes. C'est parti. Top, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ça va, je parle assez fort, vous m'entendez? Oui. Et voilà. Non. Oui, voilà. Bon, ça aurait été rapide. Vous voyez? Vous m'avez eu. Bon, Jean-Pierre, je vais vous faire un gros bisou parce que je suis trop content de vous avoir reçu. Merci pour votre gentillesse. C'est moi qui vous embrasse très fort. Vous faites un bisou à votre dame de ma part. Oui. Vous embrassez vos enfants. Et puis on vous retrouve très vite, j'en suis persuadé, sur des petites émissions, sur des petits programmes, avec un ni oui ni non. Et on va passer la commission à Monsieur Cyril Hanouna pour un ni oui ni non dans la grosse rigolade. Bien sûr. Avec plaisir. Merci Jean-Pierre. Merci à vous.
ce qu'il avait fait chez Cyril Hanouna. Il était venu faire un ni oui ni non malgré la maladie. Et puis si on entend tous les témoignages, c'était quelqu'un d'une extrême gentillesse avec un humour et quelqu'un de vraiment gentil. Voilà, je sais pas si vous l'aviez connu, Jean-Pierre Descombes. Je me souviens pas du tout. Allez, une petite news média qui a fait parler dans le Landerneau audiovisuel. Je ne sais pas si vous avez vu, hier, Mathieu Delormeau a été mis en garde à vue. Alors, c'est pas de bol, en fait. La police cherchait à faire un flagrant délit avec un dealer qu'il suivait depuis plusieurs mois. Et puis, d'un seul coup, ils tiennent un flagrant délit. Il est en train de faire une vente. Mais alors, c'est le coup double, parce que le client était finalement une célébrité, Mathieu Delormeau, chez qui on a retrouvé à son domicile de la cocaïne, du cannabis, de la MDMA et du GHB. Bref, ce qui a surpris les réseaux sociaux, c'est que Mathieu Delormeau était quand même le chancre de celui qui mange sain, qui fait du sport et qui était un peu l'ambassadeur d'être un sportif et qu'il fallait être tellement sain. Bah finalement, Nagui est un homme heureux, Valérie. Pour les fêtes, pour fêter les 40 ans de la salle de concert de Bercy, il a eu l'idée de faire comme pour le concert des 30 ans de Taratata, faire une grande soirée dont la billetterie serait au profit du cancer. Alors il fallait se lever tôt pour avoir des places, parce que dès qu'ils ont été mis en vente à 9h, en moins de 2 heures, tout a été vendu. Du coup, petite vidéo humoristique sur Instagram de Nagui qui, pour le coup, torse nu, s'est mouillé. Je suis levé tôt, je prends ma douche, je voulais aller acheter des places. 17 000 places vendues pour le 19 septembre, tout ça en faveur de la lutte contre le cancer. 17 000 places, elles sont parties en moins de 2 heures. Même pas le temps de me doucher, même pas le temps de prendre des places. Non mais c'est Taratata. Il faut me laisser rentrer quand même. Incroyable, hein. Et c'est évidemment la lutte contre le cancer. J'ai dit pour le cancer, donc c'est contre le cancer. Et donc évidemment, il y a tous les artistes qu'on connaît à Taratata. Et puis évidemment, ça sera diffusé sur France 2. Alors, on a promis des petites nouveautés de rentrée. Alors, je vais vous expliquer un peu. Il y a eu 2 conférences de presse, une conférence de presse d'M6 et une de TF1. Alors, du côté d'M6, il y a eu quelques annonces. Il y a un nouveau couple qui arrive dans Scène de ménage, qui sera entre autres incarné par Élodie Pou. M6 va relancer, puisqu'on parlait de Nagui, le jeu Que le meilleur gagne. Vous vous souvenez du Que le meilleur gagne, Valérie? Bien sûr. Qui va présenter alors? Alors, ça va être... je l'ai sur le bout de la langue. Bravo. Alors, bravo, vous savez, vous Alors, je sais qu'il y a une de vos collègues. Il y a une de vos collègues d'M6. Ah, mais si, c'est. On est bon, hein. Ouais, bon. C'est les vacances bientôt. Anne-Sophie Girard et Monsieur Lelouch, le comédien, qui sera là avec elle. C'est mais oui, mais bien sûr, Philippe Lelouch. Bien sûr. Et puis, ils vont faire également une grande soirée, puisqu'on est dans les jeux de l'époque, une grande soirée spéciale, le maillon faible. Et là, ça sera présenté par Vincent de Dienne. Je l'avais écrit, vous ne m'aurez pas sur ce coup-là. L'arrivée donc du maillon faible. Du côté de TF1, on mise tout sur la fiction et le divertissement. Écoutez bien le nombre de fictions incroyables qui va avoir lieu dès septembre sur TF1. Il y aura évidemment le retour de HPI, qui a été comme d'habitude un énorme carton, du Remplaçant et de Panda, qui ont été vraiment les hits de la chaîne en 2024. Alors, arrivée du Daron. Alors, le Daron, c'est avec Didier Bourdon, Valérie, à la tête d'un cabinet d'avocats. Il va avoir aussi Carpe Diem. Alors, Carpe Diem, c'est Samuel Le Bihan, qui a été longtemps vraiment la star des soirées de France 3, donc je pense que ça va cartonner sur TF1, car les gens l'aiment beaucoup. Il arrive en tolard reconverti. Les extraits qu'on a pu voir sont assez incroyables de Carpe Diem. Il va avoir également un autre héros, Joseph. Alors Joseph, c'est une sorte de Colombo un peu maladroit mais rigolo, créé et écrit par Lucien Jean-Baptiste, qui jouera évidemment le rôle de Joseph.
Et puis il va y avoir également Flashback avec Michael Youn. Alors Flashback, ils se sont un peu collés sur Back to the Future. Dans différentes époques, on va retrouver, les enfants vont retrouver leurs parents dans différentes époques. Le père est joué par Michael Youn. Et puis du côté divertissement, il y a un Cluedo géant. Alors ça, c'est la grande mode, hein. La mode du jeu du loup-garou et du Cluedo et de tout ça. Alors il y a les traites évidemment qui vont démarrer sur M6. On pense que ça va être fin août. Et là, ça s'appelle Projet H. Alors c'est drôle parce que Laurent Ruquier est dans les traites, mais c'est lui qui présentera aussi Projet H. Alors Projet H, c'est un château dans lequel sont invités des gens, et dans ce château, eh bien, il y a quelqu'un à retrouver. Et puis vous avez également le loup-garou qui va arriver sur Netflix, et puis sur Canal+. Il y en a un, c'est une version en fiction, et l'autre, c'est un jeu. Il y a Gladiator. À signaler quand même les très bonnes audiences du Tour de France, hein. Maillot jaune des audiences sur France 3 devant Plus belle la vie. Ça cartonne toujours, c'est ce que nous avait dit hier, on en avait parlé avec Laurent-Éric Lelay, près de 2 millions de personnes hier sur France 3, 20% de part de marché. Plus belle la vie qui est pas mal, hein, aussi 1,7 million. Oui, ça marche bien. C'est vrai que le Tour de France, ça rassemble pas mal de gens. Et il y a Gladiator qui va arriver. Gladiator, c'est un vieux programme pour ceux qui allaient aux États-Unis il y a 10-15 ans. C'était assez fascinant de voir des anonymes essayer de battre des gladiateurs, des gens entraînés. Eh bien, ça arrive sur TF1. Et puis évidemment, une nouvelle saison de la Starac a été annoncée, voilà, entre autres. Alors vraiment, j'ai fait une sélection, mais voilà, entre autres, Encore la Starac. Oh là là, Valérie, comme vous êtes. Vous avez vu le succès de Pierre Garnier quand même? Oui, c'est vrai. C'est quand même une réussite. C'est quand même un artiste qui a été révélé par la Starac. Il va falloir vous moderniser un peu en 2024-2025. Vous trouvez que la Starac c'est très moderne, justement? Il vient juste d'être certifié. Il vient juste d'être certifié disque d'or. Quelles sont les autres émissions de variété? Je parlais du programme, qui est un vieux programme. Moi, je suis d'accord avec Nagui qu'il n'y a pas assez d'innovation et d'innovation française à la télévision. Oui, mais voilà, mais il n'y a plus beaucoup d'émissions de variété, vous savez, hein, c'est une des rares émissions de variété qui reste. Il n'y a plus tellement de chanteurs non plus. Allez, merci Gilles, oui, vous levez les yeux aussi. Oui, absolument. Demain, on parlera des Miss France, on sera encore plus moderne. Ah oui, puisqu'on reçoit Sylvie Tellier. Mais elles se sont modernisées. On parlera avec elle. Le programme s'est modernisé. Merci beaucoup Gilles pour ces infos essentielles. Nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Indispensable, absolument. À tout de suite. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.